je suis Nicolas et bienvenue sur Raisin d'être, le podcast de Vini Daily. Je vous partage mes rencontres avec les personnes qui font le monde du vin aujourd'hui, qui en parlent avec beaucoup de passion, mais sans prétention. Aujourd'hui, Vini Daily, c'est aussi et surtout un club de vin qui vous permet d'avoir accès à des cuvées de grands et petits vignerons entre -20 et -25% des 9,90 par mois. Pour le retrouver, rendez-vous sur le site club.vinidaily.com ou sur notre application. Mais tout de suite, place à notre invité. Bonjour à tous, je suis super content aujourd'hui de te recevoir, Laurent. Aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes, alors avant même de te présenter, je vais peut-être même te laisser te présenter, si ça te va. Très heureux d'être là, merci de m'accueillir. Oui, plusieurs casquettes, des casquettes de gérant de propriété, on va en parler un petit peu plus en détail dans quelques minutes, mais un très beau domaine en Provence, domaine de la Bégude, un très très beau domaine à Margaux, et également une casquette de négociant en vin sur la place de Bordeaux et sur des marques connexes à nos propriétés. Ok, donc on va avoir de quoi discuter de pas mal de choses. Moi je suis venu pour discuter. Ça tombe bien, t'es au bon endroit, tout va bien. Avant de se projeter dans cet univers qui déjà donne assez envie, moi ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir un petit peu ton parcours. Tu es bordelais d'origine, pas forcément, savoir un peu où est-ce que t'es né déjà. Absolument pas. Non. Je ne suis absolument. Je regarde la jeune fille qui t'accompagne, qui aime beaucoup Bordeaux. Je ne suis malheureusement pas bordelais d'origine. Je suis né en région parisienne, pas très loin d'ici, dans le Val-de-Marne, totalement par accident, d'une famille moitié bretonne, moitié aveyronnaise. Donc après, on en déduit ce que l'on veut. Ça peut faire de moi un alcoolique pingre ou quelque chose comme ça. Non, plus sérieusement, donc je suis né en région parisienne. J'y suis pas resté très longtemps. J'ai fini mes études en Bretagne. Et je suis parti travailler dans un grand groupe, qui est le groupe Pernod Ricard, en expatriation, sur le marché chinois. Directement en Chine, mais je parle du temps où la Chine n'était pas aussi glamour qu'elle l'est aujourd'hui. Je pars de ça 1991-1992. Donc basé Shanghai, et je m'occupais des marchés émergents de l'Asie du Sud-Est. Ça fait rêver tout le monde, mais ça ne fait rêver en réalité personne. On développait le réseau des contre-marques en Thaïlande, Laos, Cambodge, Myanmar, etc. etc. Qu'est-ce que ça s'appelle des contre-marques ? Alors dans beaucoup de groupes, vous avez les marques stars. Chez Ricard, vous avez Pernod, vous avez Ricard, vous avez des champagnes, vous avez Mou, etc. Et vous avez les secondes étiquettes qui peuvent être Casanis, qui peuvent être des champagnes un petit peu moins connus. Voilà. Donc, en gros, on organisait nous-mêmes notre propre concurrence. L'équipe A allait proposer les produits les stars, voilà. Et l'équipe B, les non-stars dont je faisais partie, on allait proposer à des distributeurs d'un second tiers, un petit peu moins connus, les autres produits, de façon à créer notre propre concurrence. J'ai fait ça pendant quelques années et j'ai eu une promotion. Je suis parti à Hong Kong, donc toujours, mais à l'époque Hong Kong c'était l'Angleterre, c'était le Royaume-Uni. M'occuper d'un cognac qui s'appelle Martell Cordon Bleu, je me suis occupé de Martell Cordon Bleu sur la Chine et Hong Kong pendant quasiment 2 ans, et je devais avoir une autre promotion dans le groupe pour m'occuper de la marque Ricard, donc comme on connaît tous, une bouteille éponyme, sur le continent américain, principalement sur les États-Unis, et on le sait maintenant, le goût de l'anisé ne correspond pas du tout au goût américain. Le goût d'anisé, qu'on appelle licorice là-bas, est un goût qui est un goût de bonbon. D'ailleurs, ils ne savent pas le servir, ils ne le consomment pas, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Culturellement, ça fonctionne pas. Au niveau du palais, au niveau de la façon, les apéritifs là-bas sont, comme on le sait, soit des martinis, soit des verres de vin, soit des choses un petit peu différentes de ce que l'on connaît en France. Donc, pour pas me prendre les pieds dans le tapis, j'ai posé ma démission. Mais je suis quand même parti aux États-Unis parce que les allers-retours que j'ai fait entre Hong Kong et les États-Unis m'ont appris qu'il y avait quand même des choses à faire là-bas. Donc je me suis associé avec un ex-Pernod Ricard et on a monté une maison d'importation de vins et spiritueux qui s'appelait Normandie Import, qui a commencé à New York, New Jersey, Connecticut, Californie. On était un des premiers à offrir des vins ouverts dans les restaurants
français ou européens à New York. Et ça a été un... Qu'est-ce qui était proposé à l'époque? On avait des vins qui étaient... On était à un portefeuille 90% France. D'accord. Donc toutes les régions confondues. Un petit peu de spiritueux. Les cognacs Camus pour pas les nommer, pardon, et un tout petit portefeuille mais vraiment restreint de vins de la Rioja. D'accord. Voilà. Donc on nous a fait une offre de rachat. Ok, et du coup tu avais ce travail de sourcing, c'est-à-dire aussi... Alors j'avais quelqu'un en France qui faisait le sourcing. D'accord. Et moi je m'occupais de la vente et du développement commercial et stratégique de la maison. On a commencé à 2, on a fini, on était une grosse trentaine. Ok, oui, donc ça a été, ça a été un succès intéressant. Un succès intéressant. Et on était à l'époque jeunes. On nous a fait comme on dit dans le parrain, une offre qu'on ne pouvait pas refuser. Et on a vendu. Oui. Ça s'est plutôt bien passé. On a pris un peu de vacances et on est reparti. J'ai fait d'autres études et après j'ai travaillé toujours dans l'importation. J'ai créé 2 autres maisons d'importation aux États-Unis. Grosse attache aux États-Unis pendant un certain moment. Pendant 20 ans. Oui, d'accord. Tellement attaché que j'y ai fait 2 enfants. J'ai pris la citoyenneté américaine, donc j'ai la double citoyenneté. Okay, donc voilà, je peux des fois voter 2 fois dans la même année et faire 2 erreurs dans la même année. Donc oui, le marché américain est un marché que je connais un petit peu. Ouais. Et mes enfants y sont encore, mes filles sont grandes, mais elles sont aux États-Unis. Et comme moi, elles font les allers-retours. D'accord. C'est bien d'avoir le pied sur 2 continents. Voilà. Ouais, c'est super intéressant. Et c'était les belles années, on va dire, du développement du marché américain. T'as connu ce vent en poupe ou c'était déjà difficile Non, alors le marché américain a toujours été un marché fluctuant, c'est un marché qualifié de mature. Ouais. Nonobstant cela, c'est un marché c'est le plus grand marché de consommateurs de vin par capita. Clairement, devant la Chine, devant la France, etc. Le vin y est bu, le vin est connu. Moi qui suis un grand amateur de Cabernet Sauvignon, on en parlera tout à l'heure, on trouve à mon sens les plus grands Cabernet Sauvignon qu'il y ait au monde sur Napa. Donc c'est un pays où on fait d'excellents vins, mais c'est un pays où les vins français, les vins italiens, les vins espagnols... tout le monde peut être distribué. Oui, on se dispute en fait, tout à fait. la place dans les restaurants, donc il y a un vrai travail commercial hyper important. Pas que les restaurants, on trouve, hormis certains états qui sont des états dits secs, où on ne trouve pas de vin ou d'alcool pour des raisons qui remontent à la prohibition, on va pas revenir là-dedans, mais en tout état de cause, les États-Unis est un pays très consommateur de vin, milieu de gamme et qualitatif. D'accord. Alors, bien sûr, il y a de l'entrée de gamme, mais un petit peu comme en France, comme on le voit en ce moment, l'entrée de gamme disparaît très rapidement au profit du milieu de gamme et du premium, voire super premium. D'accord, ok. Donc tu continues ces expériences d'importation, donc tu recrées une boîte, c'est ça ? 2 même. 2 boîtes. Quand on aime, on ne compte pas. Et qu'est-ce qu'elles sont ? Elles sont encore actives, ces entreprises ? Alors, il y en a une qui est encore active, qui a été rachetée par un groupe français qui s'appelle Advini. D'accord, dont j'ai assumé la présidence sur les Amériques pendant près de 2 ans, 2 ans et demi. Suite à ce rachat, Suite à ce rachat. Et je suis revenu en France en 2010 pour donner un semblant de culture française à mes 2 filles. Donc c'était une volonté... Est-ce que j'ai réussi ? Là, le jury ne s'est pas encore prononcé. Si elles font encore des allers-retours... c'est que ça va, c'est que je ne me suis pas trompé partout. Voilà, donc un souhait de revenir en France après 20 ans d'États-Unis. Un souhait de revenir en France, c'est de retrouver la culture française, de retravailler dans le vin en France et d'aller plus loin. Alors ce que j'aime bien, c'est que je t'ai demandé un petit peu d'où tu venais et tu as enchaîné tout de suite en me disant... je suis parti avec le groupe Pernod en Asie, mais comme si le choix du vin était une évidence. Tu peux nous parler un petit peu de justement l'origine de tout ça, comment tu es venu à cet univers ? Est-ce que c'est une opportunité ? Est-ce que c'était déjà un intérêt pour le produit ? Je pense que quand on est très jeune et qu'on finit ses études, on regarde les opportunités qui peuvent nous faire grandir. Bon, quand on est plus âgé aussi, hein. Mais là en l'occurrence c'est vrai que le groupe Pernod Ricard est toujours, parce que je suis encore attaché à ce groupe-là, sentimentalement, est un groupe qui est extrêmement dynamique, extrêmement entreprenant. Donc aller à un jeune âge travailler pour une maison qui vous propose de vous envoyer en Chine, je parle de ça 1991. T'étais né toi en 91 ? Même pas.
Voilà, désolé. C'est pas grave. Donc, on parle de ça 91, c'était quand même, c'était quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer maintenant. Ouais, bien sûr. Maintenant, voilà, je viens de faire un tour là où j'ai fait 4 continents en 1 mois et demi pour vendre mes vins et pour promouvoir mes vins. À l'époque, quand tu partais pour la Chine, c'était un peu partir comme à la gare de 14, quoi. Hein. Ouais. C'était très loin, c'était coûteux, c'était un autre monde. Et la Chine venait de s'ouvrir. Donc, quand on te propose jeune d'aller faire un tour en Chine pour aller promouvoir des vins français en Chine, mais également en Asie du Sud-Est, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est un Maintenant, défi. voilà, c'est un défi. Maintenant, il y a plein de jeunes qui vont soit faire du Erasmus ou font un tour du monde. Avant, c'était moins courant. Ouais. Voilà. Donc, c'était un vrai challenge. Ouais, c'est le défi qui t'a attiré au tout début. Quoi. Et la découverte de nouveaux mondes. Ouais. En sortant de l'Aveyron et de la Bretagne, voilà quoi. Non, je plaisante, mais c'était hyper intéressant. Ok, et du coup, cet intérêt pour le produit au-delà du défi, il s'est fait chez Pernod Ricard Il s'est fait pendant mes études. Pendant mes études, j'ai eu la chance de faire la promotion de certains produits du groupe Pernod Ricard. T'es dans quelle école J'étais à Genève. Okay. Okay. Et je faisais la promotion sur le campus de Champagne, des choses comme ça. Quelqu'un de très populaire. Quand on commence à faire la promotion de Champagne d'un coup comme ça, pouf, on vient plein d'amis. Facebook n'existait pas, mais j'aurais pu l'inventer. Donc voilà. Plus efficace que Facebook, le Champagne. Beaucoup plus efficace que Facebook. C'est à la fois Facebook et Tinder. C'est vachement efficace. Pardon, mesdemoiselles. Donc non, c'est un petit peu là, donc plus sérieusement, où j'ai appris vraiment la dégustation, où je me suis un petit peu sensibilisé aux différents produits, aussi bien aux alcools, parce qu'on a des alcools absolument fabuleuses en France, que ce soit de l'armagnac, du cognac, etc., même des grandes vodkas, des gins, hors France. Et c'est là où le goût du produit, le savoir-faire derrière le produit, l'implication humaine derrière le produit. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est dès qu'on parle de terroir, mais le terroir, ça n'est pas qu'un lieu. Le terroir, c'est un lieu, c'est un climat, mais c'est surtout un savoir-faire humain. Demain, on me met, je sais pas, au milieu d'un superbe terroir de grand blanc. Moi qui n'ai jamais vinifié le blanc, je serais incapable de le faire. Quelque part, c'est le savoir aussi. Donc, dans une bouteille de vin ou dans une bouteille d'alcool style cognac, ça n'est pas qu'une marque, ça n'est pas qu'un liquide rouge, rosé ou brun. C'est un savoir-faire et parfois, et même souvent, un savoir-faire ancestral. Oui. On en parlera tout à l'heure avec la Bégude. Ouais, d'accord, ok. Donc en fait, c'est le mélange, on va dire, entre ce produit qui était déjà intéressant et cette compréhension de tout ce qui se cachait derrière cette bouteille que tu t'es dit, ok, c'est un univers qui m'intéresse, je me plonge là-dedans, et puis depuis, tu ne l'as plus quitté, quoi. Ben voilà, c'est un petit peu comme Obélix, je suis tombé dedans, et puis voilà, je suis resté dedans. Non, c'est un milieu et c'est un métier fabuleux. Il faut toujours être extrêmement humble parce que c'est un métier qui évolue vite techniquement, mais également c'est un métier où on retrouve beaucoup de challenges et de challengers internationaux. C'est pas un métier franco-français, loin de là. C'est un métier où on grandit, c'est un métier fait d'histoire, fait de vécu, mais c'est également un métier fait d'innovation. D'accord. Et alors, bon, sans rentrer dans les détails, mais quand tu as vendu ta première entreprise d'importation, qu'est-ce qui t'a motivé à remonter plutôt une importation que de t'intéresser plutôt à peut-être, je sais pas, s'investir dans un domaine ou racheter un domaine, ou je sais pas. Qu'est-ce qui a décidé le fait de se replonger dans une expérience, on va dire, d'importation ? L'opportunité, mais je pense qu'on ne fait bien que ce qu'on connaît bien. D'accord. Donc par la suite, effectivement, j'ai géré des domaines et j'en gère aujourd'hui, et puis j'ai étudié un petit peu ça. Mais à l'époque, l'idée de rebâtir quelque chose, d'entreprendre à la fois dans l'importation et distribution m'a énormément plu et m'a motivé. Mais encore une fois, on ne fait bien que ce qu'on connaît bien. Oui, en fait, c'est s'appuyer sur son expérience passée et construire quelque chose de supplémentaire. S'appuyer sur ses erreurs, surtout, oui, pour essayer de ne pas les refaire tout de suite. Mais bon, ça s'est plutôt pas mal passé. Ok, bon, bah super.
Écoute, tour d'horizon un petit peu de ce parcours. Très rapide, hein. Qui est super rapide, mais qui est super intéressant. Gros parcours aux États-Unis, un peu un parcours en Asie, et puis un retour en France. Voilà, 2010 en France, retour en France en 2010. Ok, en 2010. Et donc là, tu arrives en France. Qu'est-ce qui se passe? Tu te dédies à un domaine en particulier? Non, j'arrive en France pour prendre un petit peu une année sabbatique qui a duré moins de 2 mois. Et ça a été une année sabbatique très courte. C'était un condensé. C'est des petites années. C'était des petites années. Oui. Recruté par une union de caves coopératives extrêmement innovante, qui est le groupe Plémont. Qui se trouve entre Pau et Auch, sur des bassins Gascogne, Madiran, Pacherin, Saint-Mont, et dans lequel le monde coopératif est un monde que je ne connaissais pas, mais voilà, à 5600 hectares. C'est une complexité à gérer aussi, les coopératives. Extrêmement complexe. Je pense qu'il faut être né dedans, avoir une compréhension d'un homme, une voix, avoir une compréhension qui était à l'époque différente de ma compréhension on prend une décision, elle est actée, on avance. Ouais. Et encore, ça n'est absolument pas un jugement de valeur, hein, loin de moi cette idée, mais on est dans le consensus permanent. Quand on est dans le monde coopératif, tout le monde a le droit à la parole, qui que ce soit, encore une fois, un homme, une voix. Alors je pense que pour certaines structures un peu petites, ça fonctionne, mais quand on commence à prendre une dimension importante, on voit qu'on arrive à la limite de l'application. D'ailleurs, on s'aperçoit que maintenant, les grandes coopératives, ils ont leur siège social à Paris et les adhérents dans les campagnes. Donc, il y a une dichotomie entre l'implication de l'adhérent et vraiment ce que fait la tête qui se trouve à Paris. Bien sûr, et puis c'est la difficulté de prendre une décision au sein d'un groupe. Oui. À chaque décision posée. Tout le monde devait adhérer d'une façon ou d'une autre. Des process décisionnels qui étaient longs, pas du tout rectilignes, qui ne correspondaient pas du tout à mon profil d'entrepreneur ou à mon profil corporate. Bien sûr, voilà. ok. Donc très bien, j'ai fait le temps que j'y ai fait, un petit peu moins de 2 ans, c'était absolument parfait, mais ça m'a permis de connaître le groupe Maïf, la mutuelle d'assurance des instituteurs de France, qui était propriétaire de Château d'Ozac et qui m'ont proposé de reprendre les destinées de Château d'Ozac en 2012. Ok, magnifique. Oui, donc voilà. La transition s'est faite comme ça. La transition s'est faite comme ça. Et puis c'était la première fois aussi que tu dirigeais, une coopérative, c'est pas un domaine, mais on va dire un ensemble de viticulteurs qui produit du vin, on va dire. Voilà. Si on doit résumer plus ou moins. Parce qu'à l'époque, Plémont, c'est un peu plus de 70 millions de bouteilles, c'est 450 000 hectolitres de vin vinifié. Oh, c'est monstrueux. On peut appeler ça comme ça. Ouais, non, dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Tu parles du coup de ton arrivée à la tête du château d'Ozac en 2012. On va y revenir juste après. L'ordre des dégustations nous inflige cette pénible tâche de commencer par le domaine de la Bégude. On a la chance d'avoir une dégustation aujourd'hui du domaine. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu justement ce domaine en même temps qu'on va déguster cet élixir? Avec élixir, mon Dieu, c'est un grand nom. Avec grand plaisir. C'est un domaine absolument extraordinaire, le domaine de la Bégude. C'est une nouvelle propriété pour nous, au sein de la famille Office Rouleau. C'est un domaine, en revanche, qui est très très ancien. Première trace du domaine, première abbaye. Les moines ont toujours fait du vin. C'est des gens très bien, les moines, ils font du vin. C'est des gens qu'on aime. 7e siècle. Donc 7e siècle, c'était un ordre monacal qu'on a perdu, qui a été intégré dans l'ordre de Saint-Victor en 1170-1180. Okay. Et la Bégude était un monastère depuis le 7e siècle. D'ailleurs, lorsque tu viendras à la Bégude, lorsque vous viendrez également, mesdames, je vous y invite à la Bégude, on a encore la chapelle originelle du 7e siècle. Incroyable. Voilà. Donc vraiment, on est sur une propriété, sur une appellation fabuleuse, l'appellation Bandol, qui fait environ 1500 hectares, et on en reparlera tout à l'heure avec D'Ozac, qui fait 1561 hectares. Donc c'est des propriétés qui sont immenses. Non, je parle de l'appellation. Okay. Je parle de l'appellation. La propriété, elle fait 300 hectares, avec un petit peu moins de 50 hectares de vignobles plantés. On est à 410 mètres d'altitude, donc même sur des vins rouges qui représentent 50% de notre production, ou des vins rosés qui en représentent 40%, ou des blancs qui représentent 10% par définition, on a vraiment des vins qui sont sur beaucoup de fraîcheur,
beaucoup de fruits. On n'a pas des vins qui sont surmaturés, bien qu'on utilise du Mourvèdre à titre d'exemple sur nos rosés et sur nos rouges. Le Mourvèdre, c'est bien sûr, comme tu le sais, le cépage emblématique de l'appellation Bandol. Et c'est intéressant que l'on déguste l'irréductible. Il s'appelle irréductible pourquoi? Alors là, c'est un petit clin d'œil des anciens propriétaires de la famille Tari, qui a été propriétaire pendant un quart de siècle de ce domaine. Lorsqu'on passait ce vin lors de l'agrément de l'appellation Bandol, l'agrément le trouvait toujours trop foncé. Parce que là, on est sur des rosés de gastronomie, on n'est pas sur des rosés piscine où on met 3 glaçons et on va faire la fête avec les potes. On est vraiment sur des rosés qui se consomment comme des vins rouges. Et l'appellation Bandol, pendant de nombreuses années, a dit non, c'est trop foncé pour être un Bandol, c'est pas bon. Et le Wine Spectator l'a élu meilleur rosé de l'année en 2000 ou 2002. Et là, les cieux se sont ouverts et il est devenu un Bandol. Mais la famille Tari était irréductible, a laissé le nom. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas l'appellation? Il n'avait pas l'appellation, il était en vin de France. D'accord, ok. Mais lorsque tu as un vin sur ton appellation qui est nommé meilleur rosé du monde, c'est un peu compliqué de refuser l'agrément quand même. Oui. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Voilà. Donc ils ont fait preuve de clairvoyance au sein de l'ODG et c'est devenu un Bandol. Donc voilà. Les vins de la Bégude sont bien évidemment biodynamie, biodynamie, sont véganes comme tous nos vins. Okay. Alors un vin vegan, c'est très bon avec une côte de bœuf. Hein. On n'est pas là pour l'aspect un petit peu conflictuel. Mais pourquoi un vin vegan? Parce qu'on n'utilise aucune traction animale dans le vignoble et on colle avec des végétaux, principalement des produits issus de pommes de terre, ce qui permet d'alléger les vins, tout simplement. Petite aparté, justement, c'est quoi le collage dans le vin? Petite introduction pour ceux qui ne seraient pas au courant. Le collage dans le vin, c'est très simple. Le vin est un produit naturel dans lequel tu as plein de petits trucs qui flottent, qui sont totalement naturels, des petits morceaux de raisin, des petits morceaux de pépins, des choses comme ça. Donc tu mets une substance plus lourde, avec plus de densité dans le vin, qui va attirer tout au bas de la cuve toutes les impuretés. Alors tu peux coller traditionnellement avec du blanc d'œuf, avec du sang de bœuf, ou avec maintenant des protéines végétales. Il y en a qui font des essais avec des petits pois. Nous, on a fait des essais avec parce qu'on souhaitait être en circuit court, avec de la pomme de terre qui a la consistance de la purée mousseline déshydratée. D'accord. Ça a cet aspect-là. Et en gros, ça permet de coller toutes les impuretés au fond de la cuve. Et lorsque tu soutires, tu n'as que le vin, voilà, comme on peut le voir, qui est très clair. Oui, c'est et la pureté. sans aucun dépôt à l'intérieur. Et très naturellement, tu viens de prendre ton verre. Ah mais moi, quand je vois un verre, c'est comme ça. Hein. C'est parfait. Ce que je te propose justement, c'est est-ce que tu pourrais nous faire une petite description du coup des caractéristiques de ce vin, qu'est-ce qui est recherché dans ce vin justement qui est foncé, peut-être sa composition aussi, tu parlais de Mourvèdre tout à l'heure. Alors on va parler de l'assemblage, mais ce qu'on remarque avant tout, c'est, on est sur un rosé, hein, ça n'échappe à personne, mais on est sur un rosé qui n'est pas clair. Un rosé, on retrouve des rosés clairs en Côte de Provence, des rosés qu'on peut boire à l'apéro entre amis. Là on est sur un rosé, vraiment un rosé de gastronomie. On est sur quelque chose qui va admirablement accompagner une jolie poularde, un agneau, des plats qui ont besoin d'un vin qui est un petit peu de caractère. Le Mourvèdre auquel tu faisais allusion, là on est à 95% de Mourvèdre, 5% de Carignan. Le Mourvèdre auquel tu faisais allusion apporte cette structure, apporte vraiment cette amplitude, à la fois à la couleur, mais également lorsqu'on l'aura en bouche. Okay. Au nez, tu as d'abord une belle fraîcheur. Hein, je te l'ai rappelé, on est à 410 mètres d'altitude. Donc on a une belle fraîcheur, on n'est pas sur de la lourdeur du tout. Oui, ce qui est important de souligner aussi, parce que c'est pas parce qu'on a un rosé coloré qu'on a forcément quelque chose de pas très frais en bouche ou au nez. Je te propose de le goûter, parce que moi je l'ai déjà fait. En bouche, tu as quelque chose qui est très bon pour anglais, très ample, avec des tanins très longs, mais qui sont très légers. Et tu as une grande profondeur, une grande fraîcheur, et tu as énormément de mâche, énormément de goût, mais c'est quelque chose qui reste dans la légèreté.
Et c'est un petit peu antinomique par rapport à la couleur. Oui. On a l'impression qu'on va avoir quelque chose de très sucré, de très lourd, de quasi indigeste. Alors que là, on est sur quelque chose de très frais, de très léger. On s'est amusé, parce que nous on est des taquins, on s'est amusé à faire déguster l'irréductible à des critiques vins dans des verres noirs, à température ambiante. Il n'y en a aucun, je ne vais pas citer les noms, mais c'est des grands critiques français. Il n'y en a aucun qui l'a mis comme étant rosé. On était toujours sur un vin rouge léger. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que lorsque tu fais abstraction de la vision du rosé, tu es sur un vin rouge léger. Ça, avec une dinde pour Noël, c'est absolument fabuleux. C'est absolument fabuleux. Donc, quelque part, le rosé, ça n'est pas que le rosé piscine, le rosé très clair qu'on boit à l'apéritif. C'est des vins sérieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la clientèle qui buvait des rosés ou qui boit des rosés légers en apéro veut aller sur des rosés plus tanniques, plus foncés lors des repas. Ça, on le voit aux États-Unis. On parlait des États-Unis tout à l'heure. On voit qu'on a une frange de la clientèle qui est en train de monter en gamme sur les rosés et recherche des rosés de gastronomie. Chose qu'on voit également en France. Excuse-moi, je t'interromps. Chose que l'on voit également en France, dans la grande restauration. Et ce qui est super intéressant, c'est que on a aussi une approche un peu différente. On est sur 2020, là. Généralement, on est toujours sur des rosés d'année. On voit que ça a ce potentiel aussi d'être dégusté plusieurs années après et d'être totalement digeste. Et au contraire, c'est même peut-être meilleur en attendant quelques années. Ça, c'est à toi de me dire. Pour ton propos, on a dégusté la semaine dernière, avec Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde, un irréductible 2003. Excellent. Et il s'est très bien tenu. Tellement bien tenu qu'on a fini la bouteille. Et du coup, est-ce qu'on... Vraiment, ça se boit très bien. Et est-ce qu'on les sert peut-être un petit peu plus chaud que les rosés traditionnels? Tu les sers à ce qu'on appelle température ambiante, 17-18 degrés. Ok. Voilà, 17, comme tu servirais un vin rouge léger. Okay. Tu servirais, je sais pas, un Beaujolais bien fait, ou un cépage gamay, ou même un pinot noir. Il faut pas qu'il soit trop froid parce qu'il va perdre ses qualités organoleptiques, mais lorsque tu le sers de façon tempérée, 17-18 degrés, tu as toutes les caractéristiques d'un grand rosé. Ouais, ce qui est marrant, c'est que là, il s'ouvre aussi, au fur et à mesure. Bon, sûrement parce qu'il se réchauffe un peu. Il se réchauffe un peu, oui. Et il était peut-être un peu trop frais, sûrement à la base, mais... Mais là, tu commences à avoir des arômes intéressants. Super intéressant. Moi, je trouve ça super séduisant. C'est super chouette. Et en bouche aussi, on a toujours ce côté, effectivement, où on a forcément envie de l'accompagner. Enfin, on a cette envie de l'accompagner. On se dit, il y a quelque chose qui peut répondre à ça, quoi. D'ailleurs, je suis assez déçu de ne pas voir la dame sur la table. Mais, ou quelque chose. On m'avait pas prévenu qu'il fallait accompagner d'une dame. Je te taquine. Mais je prends note. On se contentera d'un magasin de canard. Non. C'est vraiment un rosé, c'est pas un rosé d'apéritif, c'est un rosé avec lequel il faut manger quelque chose. Et du coup, qu'est-ce qui motive le family office, mais globalement le groupe, on va dire, à se tourner vers la bégude? Pourquoi la bégude? Pourquoi est-ce qu'on se tourne vers ce domaine-là? Qu'est-ce qu'on va chercher en fait dans ce domaine-là? Alors, dans la philosophie du pôle viticole de la famille Office Rouleau, qui s'appelle For Wine and More, parce qu'on fait d'autres choses que le vin, on fait de l'huile d'olive, on fait du miel, on fait plein d'autres choses. Que des bonnes choses. Ah, mais que des bonnes choses, bien évidemment. L'intérêt, c'était avant tout de trouver une propriété et un investissement patrimonial dans lequel on pouvait faire de bons vins, voire de grands vins. Ça a été l'approche avec Dozac, qui est un grand cru classé en 1955. C'est également l'approche avec la Bégude. À la Bégude, on est sur un territoire à nul autre pareil, comme je te le disais, 300 hectares qui dominent la baie de la Ciotat, l'agroforesterie sur les 300 hectares, moins de 50 hectares de plantés, donc le reste c'est de la garrigue, c'est resté naturel et on veut impérativement que ça reste naturel. On travaille au plus proche de la terre, je dois dire qu'on a une viticulture d'extrême précision, on est en biodynamie, donc vraiment ce qui a fait pousser la balance du bon côté, c'est tous ces arguments, c'est-à-dire que ce qu'on va pouvoir vraiment imaginer sur la Bégude, continuer à faire des grands vins, faire croître la notoriété, faire croître la qualité des vins, mais commencer déjà, ce qui est le plus difficile dans nos métiers, et ce qui prend le plus long, c'est le patrimoine végétal. Oui, bien sûr. Mais si on part sur des fondamentaux qui sont extrêmement bons, avec un patrimoine végétal qui tient la route,
un grand terroir, et rappelle-toi, le terroir, c'est le climat, c'est le sol et le seul savoir-faire de l'homme, ben on arrive à faire de grandes choses. Donc on va chercher quelque chose d'unique et quelque chose aussi qu'on peut faire encore grandir. Tout à fait. Il y a et ce qui est déjà existant et qui est d'ailleurs souvent le plus difficile à obtenir, quelque chose d'unique, un terroir unique, une plantation, une culture aussi, comme tu disais. Des vignes qui sont à maturité, ouais. Parce qu'une vigne, ça demande de temps. Je vais prendre l'exemple du rouge, par exemple, en AOC Bandol. Pour faire un rouge issu de Mourvèdre, il faut attendre la 7e feuille. Donc tu attends 7 ans, et là-dessus, tu rajoutes 18 mois d'élevage. Donc c'est 9 ans. Donc on est sur du temps long. On prend son temps. On ne fabrique pas des chaussures ni des lunettes, nous. On prend notre temps. Et pour gagner un peu de temps, on trouve un patrimoine végétal qui puisse être en lien avec nos attentes. Ouais, c'est génial. Et aujourd'hui, on déguste un rosé qui est absolument génial. Et je trouve que plus il se chauffe, plus il devient intéressant. Plus les arômes deviennent présents. Se révèlent et s'ouvrent. Tout à fait. Il y a aussi quand même une grosse identité de vin rouge sur l'appellation Bandol. Et tu le disais, vous avez 50%. 50%. Okay. Mais le Bandol, traditionnellement, est une appellation rouge. Par opposition à Cassis, qui est une appellation blanc, si on fait un parallèle entre les deux AOP qui sont tout de même très proches l'une de l'autre, de par la typologie du sol, de par l'approche de la proximité de la Méditerranée, Bandol est une appellation de rouge et issue de Mourvèdre. Alors certains ont pris la solution de facilité pour faire plus de rosé, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre, mais les rouges sont des grands rouges. On a sur la propriété notre rouge du domaine, mais on a également la brûlade, qui est vraiment le haut, que tu connais bien évidemment, qui est vraiment le haut de la pyramide. On est vraiment sur des rouges, des grands rouges de garde. Moi, ce que je trouve exceptionnel aussi, c'est quand j'ai dégusté les vins de Bégude, et ça c'est un avis purement personnel, parce que la dégustation est assez personnelle, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez pur en fait dans les vins, et un côté assez presque rond, on va dire, souple, malgré la puissance du vin. Et c'est toujours important, je trouve, de combattre un peu les clichés, de dire, bon bah voilà, il vient du sud, ça va être un vin très puissant, très tannique et difficilement buvable dans sa jeunesse. Là, même sur les cuvées de la Bégude, qui ont un potentiel de garde exceptionnel, je suppose, il y a aussi cet intérêt de se dire, waouh, on arrive déjà à faire des vins assez souples. Oui, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des terroirs d'altitude, avec des sols qui s'y prêtent. Mais les terroirs d'altitude, quand tu es à 410 mètres d'altitude, après le coucher du soleil, il fait 20 degrés. Quand tu vas au milieu de l'appellation Bandol, au niveau de la mer, la nuit, il fait 25-27. Ouais, donc d'un côté, tu vas avoir 14,5 naturel, et chez nous, tu vas être à 13. 1 degré, 1,5 degré d'alcool, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est la différence entre vouloir le deuxième verre ou pas nécessairement vouloir le deuxième verre. Ouais. C'est la différence en ayant des vins qui sont tellement forts, tellement puissants, ou des vins qui sont sur la sophistication, sur la délicatesse. Nous, on choisit de faire des vins, que ce soit les rosés ou même les blancs, et bien sûr les rouges, des vins qui soient à Bandol sur la délicatesse. C'est vraiment quelque chose, on veut faire de la dentelle. Et est-ce que vous avez pour ambition de garder un petit peu cette proportion entre rouge et rosé et un tout petit peu de blanc, ou c'est quoi un petit peu votre vision des choses pour l'avenir ? Le mix produit 50% de rouge, 40% de rosé, 10% de blanc sera maintenu. D'accord, vous gardez ça. Sera maintenu. Les blancs, on va les faire évoluer un petit peu pour qu'ils soient encore plus appétants. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur les vinifications en amphore, par exemple. D'accord. On évite le bois le maximum. On veut vraiment être sur du fruit croquant. Mais on a des blancs qui sont assez intéressants. J'aurais dû en apporter une bouteille. Ça peut être l'objet d'une dégustation qu'on fera là-bas, ou d'un podcast que tu délocaliseras. Mais on veut vraiment des blancs qui soient des blancs gourmands. On n'arrivera jamais à faire des grands blancs de Bourgogne, c'est pas l'objet, on n'a pas de cépage chardonnay, mais on est sur du rôle par exemple, qui apporte du gras, qui apporte de la minéralité, et on est sur des vins blancs, faible quantité, mais une fois vinifiés en amphore, qui apportent vraiment une belle fraîcheur et des vins gourmands. Voilà. Okay. C'est l'objectif. C'est chouette. Donc on voit qu'il y a une belle volonté de poursuivre et de développer encore. Quoi. Poursuivre, parce que je pense que ce qu'ont fait les familles, la Bégude, donc est restée monastère jusqu'en 1789, jusqu'à la confiscation des biens du clergé par l'État. La famille Rouleau est la 5e famille à être propriétaire. Donc on a vraiment
une histoire à faire vivre, mais une histoire à maintenir, mais il faut qu'on se projette et qu'on fasse grandir cette histoire. Donc on ne peut faire que de la qualité. Oui, il y a un devoir. Il y a un devoir. C'est intéressant. On va repartir du coup dans la région de Bordeaux avec grand plaisir. Et faire un petit bond dans le passé également du coup parce qu'on arrive en 2012 mais du coup on vient de rajeunir, ça y est. Exactement, c'est parti. Bond dans le passé, comme je te disais, on arrive au château d'Ozac, on te propose de reprendre, on va dire, la gestion du château d'Ozac. Joli défi, quand c'est un domaine qui est quand même assez réputé. Et puis différentes gammes par rapport à Plémont, je suppose. Ça fait pas mal. On peut dire ça comme ça, différentes gammes, ouais. Différents vins. Non mais avoir l'opportunité de reprendre les destinées d'un grand cru classé 1855 sur une appellation hyper prestigieuse comme Margaux, sans être un enfant de la famille, j'en connais peu. Oui, c'est assez rare. J'en connais peu. Je dois être un des rares. Donc, encore une fois, elle a beaucoup de responsabilités. Tu approches la propriété avec beaucoup d'humilité. Pour la petite histoire, d'Ozac, d'où vient le nom d'Ozac, c'était le nom d'un chevalier de Richard Cœur de Lion qui s'appelait Pétrus d'Ozac, D''AUZAC, à qui Richard Cœur de Lion a donné une terre entre aujourd'hui le village de Mâcon et le village de La Barde, sur laquelle il a planté de la vigne. Ce qui était à l'époque sur des terres de Palu, donc pas Cali, mais bon. Et en 1545, ce sont les moines, encore des moines, on parlait de moines tout à l'heure à la Bégude, les moines sont partout, il faut faire attention. Les moines de l'abbaye. Je resterai prudent. Oui, reste prudent. Enfin, ça va à Paris, ça devrait être à peu près correct. Les moines de l'abbaye de Sainte-Croix-du-Mont, en 1545, ont mis des vignes sur les terres que l'on connaît, qui sont le plateau de la Barde, qui fait partie des grands terroirs de Margaux, avec le plateau de Margaux, le plateau de Cantenac et le plateau de la Barde. d'Ozac est une propriété qui fait 120 hectares d'un seul tenant. La vigne, plantée en vigne à 49 hectares. 120 hectares d'un seul tenant, c'est assez rare. C'est rare, même très rare. Ouais. Et ce qui est encore plus rare, c'est d'avoir le vignoble d'un seul tenant. Et encore plus rare, étant donné qu'on va dans la rareté, jusqu'en 2015, on avait exactement le même parcellaire que la classification de 1855. Alors, un petit peu d'historique. Ouais, la classification de 1855, c'est pas comme à Saint-Émilion, qui est attachée au vignoble, elle est attachée au château. Donc, au nom du château. Donc il y a des châteaux qui, dans les années 70, n'avaient plus du tout de vignes. C'était devenu des maisons bourgeoises parce que la vigne valait rien, donc ils avaient vendu. Et que lorsque la vigne est revenue en odeur de sainteté, on commençait dans l'appellation Margaux à acheter une mosaïque de vignobles. En gardant le même nom. En gardant le même nom. Je vais prendre un exemple. Demain, Château Margaux vient nous racheter tout le vignoble de d'Ozac. Château Margaux est un premier grand cru classé, comme tu le sais, comme tes auditeurs le savent, est un premier grand cru classé, donc Château Margaux, donc l'ensemble du vignoble de d'Ozac deviendra premier grand cru classé. Mon Dieu, voilà. Comment évitons ça ? Non. Imaginons que je sois vraiment un mauvais en affaires, mais qu'on me propose de racheter Château Margaux. Voilà. Et que j'aime tellement, et Christian Rouleau aime tellement le nom d'Ozac, que l'on veut garder le nom d'Ozac. Si on rachète Château Margaux, tout le vignoble de Château Margaux devient 5e grand cru classé. On éviterait ce genre de choses. Mais aujourd'hui, en gros, pour expliquer, c'est une petite boutade, mais pour expliquer que la classification de 1855 est basée sur le château, et non pas sur le vignoble. Donc, garder le même vignoble, les mêmes parcelles, le même parcellaire. C'est super rare. Extrêmement rare, on est très très peu dans les classements de 1855. Alors on ne l'a plus aujourd'hui parce que j'ai acheté 2 hectares, dont un qui est assez exceptionnel, et là je fais une petite parenthèse, qui sont des graves très très profondes, qui n'avaient pas été plantées depuis 1954, et sur lesquelles on a replanté des vignes francs de pied. D'accord. Voilà, donc on est le seul grand cru classé, parce que depuis l'arrivée du phylloxéra, donc sur l'appellation Margaux 1867, il n'y a plus de francs de pied, ce n'est que des clones venant de Davidson au Texas, hein, comme partout en Europe. On est le seul des grands crus classés à avoir ressorti en 2021, qui a été le premier millésime, une cuvée 100% francs de pied Cabernet Sauvignon. Voilà. Et alors ?
Ça, faut que tu viennes nous voir pour déguster. Ça se mérite. Ça se mérite. Non, c'est quelque chose à nul autre pareil. On ne l'a pas fait pour des raisons bassement mercantiles. On l'a fait pour plusieurs raisons. Déjà, revoir un petit peu comment se comporter vis-à-vis du réchauffement climatique, vis-à-vis des changements dont on est tous témoins. Comment se comporter un franc de pied. C'est une vigne qui est totalement isolée. C'est un îlot de vigne qui est sur le haut du plateau de la Barde, totalement isolé des autres vignes. Pour nous, c'est un laboratoire avant tout. On est extrêmement précautionneux dans l'approche de la gestion du patrimoine végétal, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas avec les chaussures qui nous servent à rentrer sur un autre terroir. Le chef de culture, qui est le seul à s'en occuper, désinfecte les roues du tracteur avec de l'alcool. Tous les outils agraires qui vont, parce qu'il faut quand même le travailler, on a un peu moins d'un hectare, on se sont passés à l'alcool parce que l'hématode est encore présent. Cette petite bête qu'on appelle le Phylloxera, c'est un hématode qui creuse des galeries, comme tu le sais, et qui va manger l'écorce qui est autour des racines. Voilà, tout simplement. Et donc la racine, c'est comme si on te mangeait la peau, tu meurs assez rapidement. Donc on a aucune mortalité, on a planté en 2015, on n'a aucune mortalité due au Phylloxera. Donc premier millésime, ça a été 2021, deuxième millésime qu'on vient de mettre en bouteille, là, 2022. Et c'est quelque chose qu'on souhaite... on en vend peu, on doit vendre moins de 1000 bouteilles par an, mais on en garde beaucoup pour les générations futures, pour goûter ce qu'était un jeune franc de pied, un moins jeune franc de pied, etc. On travaille pour les générations futures. Oui, et puis c'est quelque chose d'expérientiel, on vient... Tout à fait. C'est un morceau d'histoire. C'est un morceau d'histoire. Mais ça demande aussi un investissement... parce que c'est des précautions chaque jour, enfin c'est le temps, c'est... Quelque part, moi je pars du principe, lorsqu'on est un grand cru classé en 1855, on a des devoirs. On doit montrer l'exemple, on doit aller plus loin, on doit faire de la recherche. Et c'est ce qu'on fait, nous, très humblement, avec nos francs de pied. Voilà. Parce que les francs de pied, il existe des vignes phylloxériques dans le Piémont pyrénéen, il en existe en Champagne, il en existe également dans la vallée de la Loire ou plus au sud, qui sont en Camargue, qui sont inondées tous les ans. Mais replanter des vignes franches de pied de Cabernet Sauvignon issues des sélections massales de nos meilleurs Cabernet Sauvignon sur un terroir d'un grand cru classé, on est le seul à l'avoir fait. Et je dois dire qu'on apprend beaucoup. À titre d'exemple, et je ne vais pas faire tout le podcast là-dessus, mais c'est quelque chose qui me passionne, on s'aperçoit que lorsqu'on travaille avec des greffes, le porte-greffe et le greffon travaillent en dichotomie l'un de l'autre. Tandis que là, on s'aperçoit que le franc de pied va d'abord développer son réseau racinaire, son chevelu, après va descendre les racines, et la surface foliaire va être exubérante après 2-3 ans, voire 4 ans uniquement. D'accord. On est concentre son énergie sur s'ancrer dans son terroir. D'accord. Alors que généralement ça se développe, on va dire, plus ou moins en même temps. Concomitamment. Ça se développe concomitamment. Et des fois en dichotomie totale. Mais là en l'occurrence, il développe son chevelu, donc ils sont un. Après il va développer son réseau racinaire, va aller le plus profond possible, et tu auras la surface foliaire qui va se développer. On s'aperçoit, ce qui est très étrange, que le franc de pied fait des baies de Cabernet Sauvignon qui sont très petites, avec des grappes qui sont très serrées. Donc tu vas te dire, là c'est un nid à mildiou, ça va pourrir. Pas du tout, ça ne pourrit pas. L'air passe et ça ne pourrit pas. Pourquoi, je ne sais pas, on ne sait pas encore pourquoi. C'est un terrain d'expérimentation. Il faudra revenir pour le 2e épisode pour la réponse. Mais peut-être le 5e épisode. Mais voilà, on s'aperçoit qu'il y a une maturité beaucoup plus lente. Donc pour une fois, le réchauffement climatique nous aide. Comme ça, on n'a pas de goût de pyrazine, le goût de poivron qu'on connaît tous. On n'a pas le goût de pyrazine, mais c'est la dernière parcelle que l'on récolte. Pas par choix, par nécessité. Par nécessité, oui, parce qu'on contrôle la maturité. Donc quelque part, on apprend beaucoup sur ce Cabernet Sauvignon que l'on croyait connaître, qui est quand même le cépage roi du Médoc, mais qu'à son état naturel, on connaît peu, ou alors on ne le connaît plus. Voilà, donc ça nous apprend beaucoup de choses. Oui, et puis il y en a un paquet qui ne le connaissent plus depuis bien longtemps. Enfin, c'est quelque chose qui a totalement disparu. Mais totalement. Depuis 1867, l'arrivée du Phylloxera sur l'appellation Margaux. Je ferme la parenthèse franc de pied. Non, mais c'est super intéressant parce qu'on voit aussi la part d'innovation et ce devoir aussi dont tu parlais quand on est grand cru classé. On arrive doucement sur les différentes cuvées qu'a le château d'Auzac, et pour nous en parler, je propose qu'on déguste justement la bouteille que tu nous as apportée. Mais tu n'as que des bonnes idées, c'est très bien ça.
Alors, Ouais. Château d'Ozac, donc si on fait une pyramide des vins produits à Château d'Ozac, tout en haut de la pyramide, c'est le Cabernet Franc de Pied, ce qu'on appelle le Cabernet originel dont on a parlé. En dessous, bien sûr, Château d'Ozac, qui est fait, la propriété, donc comme je te l'ai dit, il y a 120 hectares, 49 de plantés. Le Château d'Ozac est fait sur environ 20 hectares, qui est vraiment le haut du plateau de la Barde, plateau de la Barde qu'on partage avec Giscourt et Siran. Hein, D'accord. Château Giscourt qui est un classé, Château Siran qui aurait dû être classé parce qu'il en a toutes les capacités. Donc on est sur 20 hectares du haut du plateau de la Barde, on est sur des péressols graveleux complexes, d'accord, prédominante Cabernet Sauvignon, donc là en l'occurrence on est à 69% Cabernet Sauvignon, 31% Merlot. Sur la propriété, 3 cépages, Cabernet Sauvignon, prédominance, Merlot et 1% de petits verres d'eau qu'on a replanté il y a maintenant 3 ans. Alors moi j'ai toujours une curiosité justement sur ce petit verre d'eau. On le retrouve quand même, enfin souvent, c'est un bien grand mot, mais on le retrouve souvent, mais sur des tout petits pourcentages. Qu'est-ce qu'on va chercher dans ce tout petit pourcentage de petits verres d'eau assemblés au Merlot et au Cabernet Sauvignon? Alors c'est très simple, est-ce que tu cuisines? Oui. Est-ce que tu utilises du poivre? Oui. Le petit verre d'eau, c'est du poivre dans un assemblage, ni plus ni moins. C'est ce petit coup de peps. Exactement. Il y a des cuvées 100% de petits verres d'eau. Il te faut 20 ans pour les boire. D'accord. Donc ça demande un petit peu de patience. Voilà, c'est un petit peu long. C'est un petit peu long. Mais il en existe. Donc le petit verre d'eau est utilisé à 2-3% max. Et ça t'apporte l'épice que tu retrouves dans le vin. Donc dans ce 2017, on n'a pas de petit verre d'eau. On va commencer à le faire rentrer dans le grand vin peut-être en 2024-2025. Hein. Donc pour finir avec les vins produits à Château d'Ozac, donc Château d'Ozac sur le haut du plateau de la Barde. Après, nous avons fait en 2013 des tests de résistivité électrique sur tout le domaine pour vraiment comprendre notre terroir. Alors un test de résistivité électrique, c'est quoi? Ça fonctionne sur le principe du radar. Mais au lieu que ce soit des ondes que l'on envoie qui vont rebondir contre un mur, contre un bateau, contre un avion, là on envoie de l'électricité dans le sol qui va rebondir contre différentes typologies de sol, contre des graves, contre la nappe phréatique, contre tout ce que tu peux imaginer. Et ça nous donne une cartographie précise de tout notre terroir. En gros, c'est un quad qui se balade entre les vignes et qui envoie tous les mètres et demi de l'électricité dans le sol. Et ça cartographie l'ensemble du parcellaire. C'est assez fascinant comme ça. C'est simple conceptuellement. Oui. Hein, c'est un râteau. Hein, c'est un espèce de râteau qui va dans le sol, qui envoie de l'électricité et ça envoie de la cartographie. On l'a fait également au domaine de la Bégude, ce qui nous a permis de planter les nouveaux hectares que nous avons plantés récemment. Mais ça te donne très précisément le type de cépage que tu vas planter à tel endroit. C'est-à-dire que l'on avait, à une époque, à Château d'Ozac, du Cabernet Franc. Le Cabernet Franc ne mûrit pas à Château d'Ozac parce qu'il était planté sur le mauvais terroir. Donc lorsque tu as ces sols graveleux, de péressols graveleux complexes, lorsque tu te rapproches de Château d'Ozac, tu as tout un croissant autour du plateau de la Barde qui sont des graves légèrement sableuses. Là-dessus, on fait un vin qui s'appelle Aurore de d'Ozac, qui est sur la légèreté, qui est vraiment sur le fruit, d'accord, qui se boit jeune, relativement jeune, enfin entre 3 et 10 ans. Lorsque tu te rapproches du domaine, et donc des terres de palu, tu es sur des graves qui sont argileuses. Le gîte, les terres de palu, c'est de l'argile. Donc là, on fait une autre cuvée qui s'appelle la Bastide d'Ozac, qui se rapprochera plus d'une typologie de margots tels qu'on les buvait il y a 15-20 ans. Hein, donc des margots structurés, mais quand même très, très aériens, très féminins. Des margots qui sont des margots comme on les trouvait il y a quelques années. Hein. Voilà, donc on a donc la cuvée Franc de Pied, Château d'Ozac, et 2 sélections parcellaires. Nous ne faisons pas de second vin, 3e vin, 14e vin. On travaille vraiment à la bourguignonne et on travaille en utilisant notre terroir. Et on a également un haut Médoc. Alors là, le haut Médoc, c'est 3 hectares. On en produit 15 000 bouteilles par an. Et alors, cette approche, c'est quelque chose qui existait déjà au Château d'Ozac quand tu es arrivé,
ou c'est quelque chose que tu as poussé quand tu es arrivé? C'est quoi? Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place à mon arrivée, afin de bien connaître d'abord notre terroir, parce que quand tu arrives sur une propriété, je n'avais pas l'historique de la propriété. J'avais l'historique que m'ont donné les viticulteurs, le directeur technique à l'époque, en écoutant les gens qui étaient là depuis de nombreuses années, mais c'était un savoir empirique. C'était pas un savoir scientifique. Lorsque tu reprends une propriété, il est quand même important de savoir avec quoi tu travailles, avec précision, quels sont les ingrédients qui te sont donnés. Donc ces tests de résistivité électrique, moi je les avais faits lorsque je m'occupais d'un domaine qui était à Sonoma, qui s'appelle le domaine Saint-Georges, et d'un autre domaine à Napa. Et c'était vraiment riche d'enseignements. Donc j'ai voulu faire ça. Il y a des sociétés qui font ça en France admirablement bien. D'ailleurs, une société en région parisienne avec qui on a contracté pour faire ça. Et ça nous a permis de nous affranchir de ces seconds vins, troisième vins, et de planter et d'utiliser au mieux notre terroir de façon optimum. C'est super intéressant. Ok, ouais, donc c'est redéfinir l'approche, on va dire, du domaine en fonction de ses parcelles. On va déguster quand même. Mais j'attends que ça. J'attendais que tu me dises, ça y est, on peut ça y est, on peut y aller. Donc là, on est sur Château d'Auzac, on est sur 2017, ça reste encore un jeune millésime pour un Margaux, mais on est sur vraiment une très belle intensité de couleur. On peut regarder ça, on est vraiment sur quelque chose qui est très 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 intense. On est sur un Margaux typique, on est sur des fruits rouges, on est sur du cassis, une légère fraise un petit peu écrasée, un peu confiturée. Il y a ce côté assez fin, je trouve, et ce côté fruits rouges qui est assez sympa. Ce que j'aime bien dans tes dégustations, c'est qu'on ne recrache pas. Je vais venir plus souvent. Non, plus sérieusement, on est en bouche sur les tanins enveloppants, qui sont fins. On a une acidité qui provient du Cabernet Sauvignon, acidité égale longévité, mais on a également une jolie sucrosité qui provient du Merlot. Donc on a cette ampleur qui provient du Merlot, cette acidité qui est très linéaire et très profonde, et on est vraiment sur beaucoup de délicatesse. On est sur vraiment un vin qui est très velours, très rond, facile à boire, bien qu'il soit jeune. Un vin comme ça, il est préférable de le mettre en carafe juste quelques heures avant, afin qu'il prenne un peu d'oxygène. Mais là, juste comme ça, ouvert depuis une petite heure à peine, même pas, on a vraiment des typicités très intéressantes. On est sur un grand Margaux. Hein. Oui, et puis on sent le potentiel de garde aussi, ça s'oublie des années. Là, on peut. Alors, ce qui est intéressant, on travaille beaucoup, nous, sur la buvabilité à un jeune âge, parce qu'on s'aperçoit que nos consommateurs, qui sont des jeunes, des urbains, il n'y a pas de cave à Paris, il n'y a pas de cave à New York, on est 87% à l'export, hein. Il n'y a pas de cave à Shanghai, donc il faut que le vin puisse être bu jeune, puisse être bu en milieu de maturité et puisse être bu en maturité totale. Donc on travaille beaucoup avec Éric Boisseneau, qui est notre œnologue conseil, qui conseille sur tous les grands crus classés, tous les premiers grands crus classés de la péninsule médocaine, mais on travaille également avec des sommeliers. Moi, je pars du principe qu'un sommelier qui déguste des dizaines de vins par jour, pour les acheter pour son restaurant, pour sa cave, etc., a une connaissance de la buvabilité, quelque part, parce qu'il va conseiller ce vin, soit dans son restaurant, soit dans sa cave, soit même certains dans des linéaires de supermarché. Donc ils ont ce savoir, et moi ce savoir m'intéresse de façon à faire évoluer nos vins, à faire maturer nos vins, de façon à ce qu'ils aient une buvabilité jeune, donc sur le fruit, mais avec un peu d'acidité, en milieu de maturité, et en fin de maturité. Oui, donc ça me fait une transition parfaite sur un sujet que je voulais aborder avec toi, de ton implication un petit peu, parce que tu es à la tête de ces domaines. Moi, j'ai un peu deux sujets qui me viennent en tête. C'est quelle est la liberté qu'on a quand on reprend la gestion de ces domaines-là, à quel point on te dit, montrez-nous ce qu'il faut faire, presque, on va dire. Et la deuxième chose, c'est quelle est ton implication sur le vin lui-même, son goût, son objectif. De ce que je comprends, il y a quand même aussi une forte implication, parce que tu vas parler avec des sommeliers, faire déguster, et du coup aussi donner cet objectif, sûrement en accord parfait avec l'œnologue qui travaille avec vous, mais il y a une implication de la vigne
de la plantation au cuvée à la dégustation, tout au long, on va dire, j'ai l'impression de ce parcours. Alors, oui, ça se passe pas totalement comme ça. Avant de dire voilà ce que j'aimerais faire, voilà ce que je veux, il faut vraiment s'imprégner du vécu. Et là, il faut écouter. Nous, on a la chance à Dozac d'avoir des vignerons qui sont là depuis. Il y a une dame qui a pris sa retraite l'année dernière, elle était là depuis 40 ans. Et avant, sa maman était là. Donc, on a 80 ans d'histoire. Donc, ces gens-là, il faut les faire parler. Et de savoir. Et de savoir. On a des vignerons, je parlais avec un des vignerons en venant là tout à l'heure, qui est là depuis plus de 25 ans. Voilà. Donc, des gens qui connaissent le terroir beaucoup mieux que je ne le connaîtrais jamais, malgré toutes les études qu'on fait. Donc, il faut déjà les écouter, apprendre ce qu'ils ont, eux, vu. Alors là, on est sur l'empirisme, mais c'est important. Après, il y a le scientifique. Une chose qu'on ne fait pas, on ne cède pas aux modes. C'est-à-dire qu'on ne va pas, si demain la mode est de faire du extra boisé, comme ce fut le cas il y a quelques années de ça, nous, on veut garder, sur chaque millésime, la quintessence du terroir, en faisant le meilleur vin possible. Maintenant, à l'assemblage, lors de l'élevage, on peut jouer sur la façon dont le vin évolue. Mais une chose avec laquelle on ne jouera jamais, c'est la qualité du vin. Il faut que Château d'Auzac, les sélections parcellaires, même le Haut-Médoc, soient des vins irréprochables. Si ça porte le nom d'Auzac, il faut que ça soit irréprochable. Notre actionnaire ne nous donne aucun objectif de volumétrie. Il nous donne des objectifs de qualité. Et ça change la vie. Oui, en termes de vision, en termes d'opérationnel, en termes de tout. On est, comme je te disais, nous, au sein de la famille Office Rouleau, on est sur du patrimonial. Donc, on est sur de l'investissement long terme. D'Auzac, c'est pas un coût. On n'y est pas pour 5 ans, on n'y est pas pour 10 ans. C'est du patrimonial, c'est-à-dire qu'après moi, il y aura un autre Laurent Fortin, j'espère quelqu'un encore meilleur que moi, qui continuera et fera progresser le cru pour la famille Rouleau. Donc aujourd'hui, mon travail, c'est de faire, sur les replantations que je fais, parce qu'on a un âge moyen de nos vignes entre 35 et 40 ans, donc on replante quasiment 1 hectare par an. Donc cet hectare-là, moi, je ne le reverrai pas dans le grand vin. Oui. Je serai encore de ce monde, Dieu merci, mais je ne le verrai pas dans le grand vin. Mon successeur, ma successeur le verra. Donc il faut vraiment travailler sur le meilleur dosage possible sur chaque millésime en travaillant en adéquation avec le terroir. On ne va pas aller forcer le terroir, on ne va pas aller mettre des engrais chimiques, de toute façon on est en bio et au biodynamie, donc vraiment on est dans une approche extrêmement inclusive du terroir. En fait, un relais, le but. Tout à fait. C'est de faire un relais. On ne cède pas au mode, mais en gardant à l'esprit quand même qu'il faut que nos vins soient buvables. Tu peux faire le meilleur vin du monde, mais si tu peux uniquement le déguster dans 30 ans, à un moment, ton modèle économique va avoir un petit souci. Même avec quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Donc il faut apporter cette buvabilité. Et pour ça, il faut se rapprocher de gens qui connaissent le vin et qui dégustent des vins du monde entier. Parce qu'aujourd'hui, ma concurrence, c'est pas mon voisin, c'est pas quelqu'un d'autre à Margaux, c'est pas quelqu'un à Saint-Émilion. On est dans un monde mondialisé du vin, le Mondovino. Donc aujourd'hui, Château d'Auzac, quand tu le retrouves avec sa superbe étiquette jaune sur un linéaire à Shanghai, à New York, en Corée ou en Ukraine, il est à côté d'un grand vin d'Argentine, d'un grand vin du Chili, d'un grand américain. Donc le client lambda, il va lire derrière Cabernet Sauvignon Merlot. Voilà, d'Auzac, oui, grand cru classé, je vais l'ouvrir la bouteille, il faut qu'il soit buvable. C'est marrant, ça me fait un peu écho. On a reçu Vincent Avenel de mon chanson il y a un peu plus de 2 semaines. On échangeait et il me disait que régulièrement, avec ses équipes, il prenait des bouteilles, pas forcément de la région, mais même du monde entier, et il redégustait pour voir et s'imprégner de tout ce qui se fait dans le monde. Parce qu'effectivement, on n'est plus à se battre, mais à être en concurrence avec son voisin, mais à l'échelle mondiale, comprendre ce qui se fait de bien, et pouvoir aussi s'en imprégner si jamais il y a aussi des tendances qui peuvent émerger ailleurs, quoi. Ah mais tout à fait. Je parlais de voyage en début de notre entretien. Avant Vinexpo Singapour, j'ai été faire un tour en Australie, j'ai été faire un tour à Singapour, en Malaisie et aux Philippines.
mais j'ai acheté des vins en Australie que j'ai fait expédier à Dosac pour dégustation. Chaque fois que je vais aux États-Unis, je fais expédier des vins. Quand je vais même dans des pays improbables où on trouve des vins qu'on ne connaît pas, mais très très fréquemment et quasiment tous les voyages, je fais expédier, et si je ne peux pas expédier, il m'est arrivé, il y a quelques années de ça, de repartir avec une valise neuve avec du vin dedans. Excellent. Voilà. Et pour les faire déguster aux équipes, pour dire voilà ce qu'on trouve, voilà à quel prix ça se vend, regardez le packaging, regardez la qualité du vin, il faut connaître. Ouais, et c'est là où le monde du vin est extrêmement intéressant, parce que c'est un monde dans lequel on apprend tout le temps. Tu as plein de jeunes viticulteurs qui arrivent, qui ne sont pas nécessairement du sérail, mais j'en ai 2 ou 3 en tête, qui arrivent dans des appellations et qui sortent de l'appellation parce que c'est trop contraignant. Donc ils vont te faire un vin de France dans la vallée de la Loire, je ne vais pas citer de nom, qui seront supérieurs aux vins de l'appellation. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont affranchis des codes de l'appellation, mais ces gens-là, il faut les déguster, il faut voir ce qu'ils ont à proposer, parce que tu peux grandir. Alors, on ne va pas sortir de l'appellation Margaux, mais ils font peut-être des choses qui sont hyper innovantes. On a au sein de Dosac, dans notre ADN, l'innovation. Je vais en prendre quelques exemples. On va monter 1863. La bouillie bordelaise, c'est Dosac. La thermorégulation, 1932, c'est Dosac. Les cuves à double douelle transparente, 2013, c'est Dosac. Il y a plein de choses comme ça que l'on fait. Alors, on ne fait plus de remontage à Dosac depuis maintenant le millésime 2018 inclus. On utilise de l'air pulse, c'est-à-dire de l'air ambiant, que l'on va, c'est le système, quand tu fais chauffer des pâtes, que l'eau bout, c'est le même système, on envoie de l'air de façon à ce que remuer, et de façon à ce que tout le liquide soit en contact avec la pellicule. Donc c'est pas du remontage, c'est pas du pigeage non plus, non. C'est une méthode Pourquoi ? différente. T'expliquer très simplement. Lorsque tu fais le remontage, tu remontes ton vin en haut de la cuve, c'est comme quand tu fais du café filtre. Le jus va prendre des circuits préférentiels. Tu peux me dire, mais Laurent, moi j'ai la solution, je fais du pigeage. Tu fais du pigeage, tu t'aperçois en appuyant que ça fait le culbuto. Tu vas avoir ton chapeau qui va tourner, mais il ne sera pas cassé, il va juste tourner. Donc il restera en haut. Il ne passera pas par toutes les... Exactement. Donc en mettant de l'air pulse et en ayant de l'air et des bulles d'air, tu peux le faire pour le blanc aussi en mettant du CO2, tu t'aperçois que là, effectivement, tu as ton jus qui est en contact avec ta pellicule. Et là, tu as des tanins qui sont souples et des tanins qui sont délicats. Donc c'est sans cesse de l'innovation. Mais il n'y a que ça. On ne connaît pas tout et on en découvre. On utilise à Dosac des levures indigènes depuis des années et des années. On n'utilise pas des levures du commerce. Pourquoi le Beaujolais a goût de banane ? C'est une bonne question. Je te pose la question. Moi, je te dis que je n'ai pas la réponse. C'est la levure, tout simplement. C'est la levure, parce qu'ils utilisent tous les mêmes levures et qui a un goût de banane. C'est comme ça, c'est la levure, c'est pas le vin qui a un goût de banane. Tu fais des tests, si tu es en biodynamie ou en bio, tes levures, elles sont dans ton vignoble, d'accord ? Oui. Nous, on a travaillé avec un labo. Le labo a extrait les levures les plus qualitatives, pas les plus productives, surtout pas les plus qualitatives, et on ensemence nos cuvées avec nos levures les plus qualitatives. Il y a un vrai travail sur les levures qui, j'ai l'impression, est en train de se transporter dans les vignobles. Ça fait quelques années que ça a déjà quelques années qu'on est dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent que ça a pris c'est un élément central où même pendant les dégustations, on vient tout de suite en parler. C'est pivotal. Je veux dire, sans la levure, tu fais rien. Un vin sans une bonne levure et idéalement une levure indigène, si c'est pas une levure indigène, déjà ton terroir est rapla-pla. C'est fini, c'est lissé. C'est comme si tu faisais de la thermo. Ton vin est lissé. Là, en l'occurrence, tu apportes du relief à ton vin et du relief qui provient de ton terroir. Ok, c'est super intéressant. Je peux partir un peu de temps sur les levures, donc on va passer à autre chose. Non, c'est passionnant. Comme sur beaucoup de choses, c'est bon temps sur beaucoup de choses. Écoute, je t'avais prévenu tout à l'heure, tu le redoutes un petit peu, mais comme l'ensemble de nos invités. Voilà. On passe à l'étape 2. On a réussi à découvrir les arômes de vin qu'on a dégustés. Maintenant, on va passer sur les notes du vin. On a la chance de les avoir comme partenaires du podcast. C'est un coffret du coup de 54 arômes qui permet de s'initier au monde du vin et de s'éduquer également à reconnaître des arômes dans les différents vins qu'on déguste.
J'en ai sélectionné 3. Je te laisse en choisir 2 parmi les 3 et à les sentir. Le but étant de reconnaître l'arôme. Alors, il y a la 15, la 40, et j'ai pas mes lunettes. 43. La 43. Ben, je peux déjà te dire qu'il y en a une qui est blanche et il y en a 2 qui sont pas blanches. Super. J'ai gagné. C'est ton nez que ça se joue. J'avais peut-être pas précisé. Le nez du vin, bizarrement, ça se joue au nez. Alors, le nez du vin, c'est des arômes naturels. C'est absolument fabuleux ce qu'ils font, ces gens-là. Oui. Vraiment très très bien. Et alors, je suis pas œnologue, donc ça va être très compliqué pour moi. Mais je vais rester très humble. Écoute, c'est des arômes qu'on peut retrouver dans certains vins. Waouh. Alors, je vais t'aider quand même pas mal. Tu l'as nommé dans les Cassis. arômes. Ouais, T'as Cassis là. Exactement. Bon, j'ai un sur 2. Un sur un pour l'instant. Un sur un. Ah ben j'arrête là. J'ai la médaille d'or. Waouh, on est sur un nez poivré. Ouais. On est sur un nez poivré. C'est ça? C'est du poivre. Bon. Bon, bah 10 sur 10. Hein. 10 sur 10. Waouh. Waouh, c'est bon, les premiers passés. Là, je bouge plus, je reste là pour la soirée. C'est incroyable. On accueille des invités exceptionnels à chaque fois qu'on est ravis d'accueillir. Et ils sont tous intimidés par ce jeu. D'un coup. Mais comme je te l'ai dit en aparté, il est très souvent difficile de reconnaître même son vin. Tu nous mets en dégustation à l'aveugle 10 vins de la même région, de la même appellation dans des verres noirs. Il faut rester très humble face à la dégustation. Bien sûr, ouais, parce que des fois, on ne reconnaît pas son propre vin. C'est incroyable. Voilà. C'est quelque chose d'assez curieux. Et puis ça dépend du jour, de la température. Voilà. Il y a tellement d'éléments. De la concentration. Ouais, aussi. Voilà. Ouais, tu étais très concentré, visiblement. J'étais concentré. Bon, c'est super. J'avais une Libournaise en face de moi. Elle s'est dit si un Margalère ne connaît pas le vin, là, elle était prête de mettre une banderie. Donc. Grande pression. Grande pression. Je peux vous dire qu'on va plus avoir beaucoup d'invités avec le temps ici. Mais... Ne venez pas. On arrive sur nos sujets un petit peu de prédilection aussi, qui sont super importants pour nous. T'as pas mal parlé en fait naturellement de ces enjeux-là, mais on a parlé de ce que vous avez mis en place. On n'a pas encore beaucoup parlé de l'avenir. Parce qu'on construit, comme tu disais, l'avenir, on est des relais, il y a aussi beaucoup d'histoires dans tous ces domaines-là, mais il y a des grosses problématiques et des gros enjeux suite au dérèglement climatique qui arrive. Comment est-ce qu'on fait, et d'ailleurs sur 2 terroirs qui sont différents, avec des choses, enfin des climats qui sont totalement différents, pour lutter, est-ce que c'est le bon mot d'ailleurs, lutter ou s'adapter en tout cas à ces enjeux-là? Alors, s'adapter est le mot juste. Lutter, je pense on ne peut pas lutter. Il est trop tard pour lutter contre le dérèglement climatique. Mais on peut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Je vais prendre un exemple à Dozac, ce qu'on est en train de faire là. Alors ça reste des essais. Moi, je suis pas très adepte des nouveaux cépages, des nouveaux clones. On ne sait pas encore ce qui se passe. Je pense qu'on a plein de cépages qui sont oubliés. On parlait des francs de pied tout à l'heure. On a plein de cépages qui existent, qui n'étaient pas productifs. Parce qu'il faut quand même se souvenir qu'après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on voulait, c'était du volume et 12 degrés. Bien sûr. Donc il y a plein de cépages qu'on a oblitérés. Quand tu regardes les encyclopédies d'ampélographie, tu t'aperçois qu'il y a plein de cépages qui ne sont plus utilisés ou qui ne sont pas utilisés sur des terroirs sur lesquels ils pourraient grandir. Je prends un exemple plus concret. On est en train de planter en ce moment même, d'ailleurs je crois que c'était fait aujourd'hui ou demain, sur des terres de palu, sur 1 hectare de terre de palu, du sémillon. Alors pourquoi ? Le sémillon, c'est un cépage qu'on trouve sur Sauternes, sur toutes ces régions-là, mais qui est sur des grands terroirs. Les terres de palu, c'est de l'argile, hein, ça se gorge d'eau, c'est une éponge, ça se gorge d'eau dès qu'il pleut, ça boit l'eau, et ça la garde, et l'été, ça devient très sec. Voir comment des cépages comme ça réagissent sur les terroirs auxquels on ne pense pas nécessairement. Ça, c'est la première chose. Aller chercher des cépages oubliés. On parlait de Plémont tout à l'heure. Ils ont un conservatoire des cépages qui est assez remarquable, dans lequel tu as des ampélographes qui travaillent, où tu as des cépages, encore une fois, qui ne sont plus utilisés, mais qui étaient utilisés
il y a peut-être une solution. Alors je ne dis pas que c'est la solution, il y a peut-être une solution. À la Bégude, on a depuis maintenant plus de 20 ans le conservatoire du Mourvèdre, où on a 163 clones de Mourvèdre différents. On travaille avec l'INAO et l'INRA, et on vendange et vinifie séparément les clones de façon à voir comment ils réagissent face au réchauffement climatique, mais pas que. Parce que le réchauffement climatique, c'est une chose, mais on s'aperçoit qu'avec le réchauffement climatique, les couloirs de grêle changent d'endroit. En plus, hein, oui. donc, voir comment un cépage va réagir en deuxième génération à une averse de grêle printanière. Il y a toutes ces choses-là. La résistance au stress hydrique. Moi, j'avais travaillé, lorsque j'étais aux États-Unis, sur la résistance au stress hydrique. On s'aperçoit qu'une vigne qui est irriguée a un réseau racinaire qui est beaucoup plus superficiel. Qui va moins profond. Donc, qui va moins profond, donc qui va moins aller chercher les poches d'eau et moins aller chercher de nutrition et de nutriments. Donc, lorsqu'il y a une maladie qui se promène, ben c'est une espérance de vie de 10 ans, 10 à 15 ans environ, sur une vigne qui est irriguée, tandis qu'une vigne non irriguée, tu peux faire 50, 60 ans sans aucun problème. Donc il y a peut-être un travail également, on parle de l'eau là, Ouais, l'eau ça devient une ressource quand même qui est quand même très, en ce moment, un peu chahutée. On voit ce qui se passe sur des cultures intensives, hein, sur le maïs qu'on arrose dans les Landes, etc. Ce qui est, à mon humble avis, une hérésie totale. Mais il faut, je pense, adapter nos cultures et la viticulture à ces changements. Donc, travail sur l'eau, travail sur les cépages, travail sur les porte-greffes, travail sur la taille. Oui, peut-être moins taillé pour avoir... Alors, moins taillé ou taillé plus tard, ouais. De façon à ne pas geler. Hein. Plus tu tailles tard, moins la sève va monter rapidement, moins tu auras ta surface foliaire qui va se développer rapidement, donc tu échapperas peut-être aux épisodes de gel printanier. Voilà. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Moi, ce qui me rend un peu bougon, c'est que chacun travaille de son côté. C'est pas nécessairement fédéré par un organisme qui pourrait fédérer ça. Alors ça peut être l'INRA, ça peut être l'INAO, ça peut être un autre organisme, mais un organisme qui soit en mesure de fédérer toutes les bonnes volontés. Parce que quand tu parles, toi tu as un podcast, donc je pense que tu parles à plein de mes confrères, on travaille tous de notre côté sans savoir ce que le voisin fait. C'est dommage. Mais il n'y a pas assez de consultation. Il n'y a pas assez de consultation et il n'y a pas assez de... Il n'y a pas un organisme, alors je ne veux pas un autre organisme gouvernemental qui va peser sur la viticulture. Ça pourrait être l'INRA ou l'INAO d'ailleurs. Exactement, mais quelqu'un qui puisse donner, voilà, à tel endroit il travaille là-dessus, voilà les progrès, ça fonctionne, ça on a bon espoir, ça par contre c'est à oublier. Oui, ça peut être été déjà testé. Exactement. Et on sait que ça fonctionne. Et aujourd'hui on ne le sait pas. Ouais. Aujourd'hui on ne le sait pas. Alors peut-être que des chercheurs à l'INRA le savent, mais nous, humbles viticulteurs dans nos régions, que ce soit Margaux, que ce soit Bandol ou d'autres, oui, puis, on ne sait pas. Oui, et puis surtout, en fait, il y en a qui ont des domaines encore plus petits, donc, tout à fait. Qui ont encore moins d'applications ou moins de rayonnance, donc c'est des défis pour eux qui sont aussi importants que le voisin qui a plus de... Mais même plus importants. Ouais. Et je vais te dire pourquoi, parce que le gars qui a un tout petit vignoble, il ne vit que de ça. Voilà, c'est un tout petit vignoble, il vit lui avec l'indépendance, elle est très indépendant. forte. Voilà, donc quelque part, il a peut-être des idées, où nous, on peut peut-être partager des idées avec lui. Il y a que là, on parlait de la bouillie bordelaise 1863 à Dozac, ça a été créé à Dozac, on l'a partagé avec le monde. C'est pas resté dans un domaine. Donc je pense qu'il faudrait un organisme fédérateur qui puisse transmettre à tout le monde les projets en cours, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui peut être pertinent dans telle ou telle région. Et petite question du coup, parce que vous êtes en biodynamie, la volonté de la biodynamie, c'est motivé par ces défis-là, par des questions de goût. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre Le respect du terroir. Être en mesure de transmettre aux générations futures un terroir sain. Okay. Tout simplement. La vie dans les sols. La vie dans les sols, okay. Tout simplement. Il n'y a aucune volonté mercantile. Aucune. Je veux dire, même à Dozac, on va être, je crois, certifié cette année. Et la biodynamie, on la travaille depuis 2016.
Donc, je veux dire, si je voulais mettre un petit sticker en plus, c'est pas du tout l'idée. Hein. C'est de transmettre à des générations futures un terroir en bon état. Un terroir avec de la vie du sol, avec des cépages en bon état, avec des raisins sains. Des raisins sains font un vin sain. Je te rappelle qu'on le boit, ça. Ouais, Voilà, bah, bien sûr. tout simplement. Ok, ouais, donc il y a cet enjeu-là. Donc, utiliser des produits de contact en biodynamie au lieu de produits systémiques. Voilà. Des choses qui soient naturelles. Et je pense après, ça vient du bon sens paysan. On y arrive. Oui, il y a un travail aussi, enfin, ça demande un investissement. Mais on a travaillé beaucoup plus longtemps en biodynamique avec les produits que l'on utilisait. Bien sûr. Voilà. Donc je pense qu'on peut y revenir. Mm. Hein. Alors il y aura peut-être moins de production, mais elle sera peut-être plus qualitative. Je pense qu'il il faut que le paradigme soit complet. Il faut réfléchir à un contexte global. On va pas faire de politique. Mais... Non, mais bien sûr. Et puis vu que de manière générale, la consommation, on va dire, moins qualitative baisse et qualitative augmente, on peut aussi se permettre. Tout à fait. Et c'est des conditions de marché aussi. Enfin, si tout le monde faisait de la biodynamie et avait des coûts de production extrêmement élevés, mais il n'y avait personne en face pour acheter ces vins-là, ça serait aussi problématique. Donc il y a des conditions de marché qui permettent de tendre vers ces objectifs. Tout à fait, tout à fait. Écoute, je te remercie pour ce moment d'échange, Laurent. On a appris plein de choses. On a parlé du Bordelais, on a parlé de la Provence et de Bandol. On a eu 2 dégustations fascinantes. Et puis tu as quand même réussi à trouver ces 2 arômes. Bah, c'est la chose de laquelle je suis le plus fier. D'ailleurs, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux dès ce soir. Merci beaucoup. Merci de votre accueil à tous. Ce fut un plaisir. Et délocalisez-vous, venez un petit peu dans les domaines des fois. On viendra. Ça peut être sympa. Avec grand plaisir. Merci à tous. Merci. À bientôt, au revoir. À bientôt avec un prochain invité. Vous venez d'écouter ce podcast jusqu'au bout, et pour cela, un grand merci. Si vous l'avez apprécié, pensez à le noter 5 étoiles sur votre plateforme et à le partager à vos proches. Cela nous aide beaucoup. Et surtout, si vous souhaitez bénéficier de tarifs de grands vignerons à petit prix, je vous invite à faire un tour sur le club Vini Daily. Car sans cela, le podcast n'existerait pas. À nouveau un grand merci, et à bientôt pour une nouvelle rencontre.